Bonsoir, bienvenue dans Euronews Soir pour l'actualité européenne et internationale de ce vendredi 15 novembre. Voici les titres de ce journal. Des manifestations demain en France pour le premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes qui s'ajoute à d'autres mouvements sociaux actuellement dans le pays. Un défi de taille pour le président Macron. On fait le point dans ce journal. Venise face aux inondations après une marée haute historique. La cité des Doges a connu ce matin une nouvelle montée des eaux. Le maire a ordonné la fermeture de la place Saint-Marc. L'état d'urgence a été décrété pour sauver la ville en péril. À Washington, une ex-ambassadrice américaine à Kiev auditionnée aujourd'hui au Congrès dans le cadre de la procédure de destitution lancée contre Donald Trump. Durant son témoignage, le président américain l'a publiquement attaqué sur Twitter. Enfin, nouveau record d'un vol sans escale battu par la compagnie australienne Qantas, 19h19 entre Londres et Sydney. Comment les passagers ont vécu ce vol test interminable? La réponse à la fin de ce journal. Bienvenue, des manifestations sont donc prévues demain en France pour le premier anniversaire des Gilets jaunes. Rappelez-vous, le 17 novembre 2018, plus de 280 000 personnes se rassemblaient contre la hausse d'une taxe sur le carburant. C'était le coup d'envoi de manifestations organisées chaque samedi, durant lesquelles les Français expriment des revendications plus générales sur la précarité, le pouvoir d'achat et les injustices sociales. Pour répondre à ces préoccupations, Emmanuel Macron avait annoncé un paquet de mesures estimé à 17 milliards d'euros, des mesures jugées insuffisantes aujourd'hui par les Gilets jaunes qui appellent donc à poursuivre la mobilisation. Pour parler de ce premier anniversaire des Gilets jaunes et de la grogne sociale en France, nous retrouvons Olivier Roucan, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Alors le mouvement des Gilets jaunes s'est essoufflé depuis son lancement il y a un an. Est-ce que ce premier anniversaire peut, selon vous, relancer la mobilisation? Bon, on peut difficilement, depuis le début, prévoir les choses avec cette mobilisation qui défie les règles d'organisation classiques, on l'a dit et répété. Donc, c'est l'inconnu pour la mobilisation de samedi, mais tout ceci se déroule, on le sait, en plus dans un contexte social qui est devenu très inflammable, en tous les cas très difficile pour le gouvernement. Donc, il y a des probabilités pour qu'il y ait un sursaut, mais à l'avance le quantifier est délicat, voire impossible. Alors vous l'avez dit, ce premier anniversaire des Gilets jaunes s'ajoute aux récentes manifestations des personnels hospitaliers. Il y a aussi cette grève à venir le 5 décembre contre la réforme des retraites. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup finalement pour le président Macron? Quels sont les risques? Oui, d'autant qu'il y a les policiers qui sont pas contents, il y a également, on le voit, les étudiants qui témoignent de la baisse de leurs conditions de vie. On sait qu'entre-temps, aussi, le taux de pauvreté a augmenté, que le chômage semble stagner à un haut niveau. Donc, il y a bien des raisons de s'inquiéter et on ne sait pas pour l'instant si cet exécutif va réussir à avoir une parole suffisamment forte et rassurante pour calmer ce qui semble se profiler, et notamment le 5 décembre, c'est-à-dire un mouvement qui pourrait devenir un mouvement durable et de masse. Alors la France est habituée aux mouvements sociaux depuis des années. Peut-on dire qu'Emmanuel Macron se différencie de ses prédécesseurs dans sa manière de gérer la grogne sociale? Il se différencie de ses prédécesseurs parce qu'il a du mal à incarner le rassemblement des Français et il a pu avoir une parole un peu provocante qui a mis un peu d'huile sur le feu. Alors il essaie de passer un acte 2 en montrant un président plus à l'écoute, plus rassembleur, mais pendant donc près de 2 ans, ce n'est pas ce qui ressort et il est trop tôt pour savoir si ce président jeune, dynamique, qui est perçu comme étant aussi arrogant, eh bien, va réussir à changer son image et à engager un dialogue plus serein avec les Français. Je crois que là, il y a vraiment, dans le cadre du quinquennat, à avoir en tête que le lien direct entre l'opinion et le président compte beaucoup. Emmanuel Macron là est à mi-mandat. Peut-on dire qu'il a échoué sur le volet social?
Disons il a négligé, et c'était déjà le cas pendant sa campagne électorale, d'avoir un projet qui soit identifiable sur le plan social. Mais encore une fois, sa réponse a été forte. 17 milliards pour essayer d'améliorer le pouvoir d'achat, c'est inédit. Mais ça ne fait pas une politique sociale. Et donc là, il y a un manque de lisibilité depuis le début sur son projet social, et c'est finalement ce qu'il pénalise. Merci beaucoup Olivier Roucan, politologue. Merci beaucoup, au revoir. Demain, des effectifs de police supplémentaires seront déployés dans les grandes villes françaises pour éviter tout débordement. On se souvient que le mouvement des Gilets jaunes avait été émaillé d'incidents, et notamment à Paris sur les Champs-Élysées. Et plusieurs personnes font encore l'objet aujourd'hui de poursuites judiciaires. On retrouve dans la salle de rédaction Maxime Weiss. Maxime, quelle a été l'ampleur de la réponse judiciaire ? Oui, Julien, on dispose désormais des chiffres sur les 7 premiers mois du mouvement, et ils donnent une idée très nette de l'ampleur de la réponse pénale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle a été très ferme. Un premier chiffre édifiant, 3100. C'est le nombre de condamnations prononcées au 30 juin, selon les données du ministère de la Justice. Sur l'ensemble de ces condamnations, il est à noter qu'un tiers tout de même a donné lieu à de la prison ferme. Un autre tiers s'est mué en peines alternatives. Dans les autres cas, le juge a décidé d'une condamnation avec sursis. Autre chiffre qui donne une idée de la dureté de cette réponse, celui des gardes à vue. 10 000 personnes, toujours selon le ministère de la Justice, ont été l'objet de cette mesure alors qu'elles étaient présentes dans une manifestation de les Gilets jaunes. Pour les leaders du mouvement, on fait face à un acharnement judiciaire, d'autant que dans le même temps, les policiers mis en cause dans des affaires de violence contre des manifestants ont été assez peu inquiétés. Seuls 2 d'entre eux ont été renvoyés en correctionnel pour des faits survenus le 1er mai lors de la manifestation parisienne. Ils encourent entre 3 et 5 ans de prison. Dans le reste de l'actualité, en Italie, les regards sont toujours tournés sur Venise, frappée par des inondations. Une nouvelle montée des eaux a eu lieu ce matin. La cité des Doges est plus que jamais menacée par les effets du changement climatique. L'état de catastrophe naturelle a été décrété par le gouvernement italien. Romain Gauguelin. Venise a enregistré ce vendredi un nouveau pic de marée haute, mesuré à 1,54 m. L'Aqua Alta de mardi soir avait atteint 1,87 m, soit le 2e record historique qu'ait jamais connu la cité des Doges. La marée haute la plus importante date de 1966 et elle avait atteint 1,94 m. L'Aqua Alta de ce vendredi a poussé le maire de Venise à fermer la place Saint-Marc au public et à lancer un appel aux dons pour financer les réparations. La ville est classée au patrimoine mondial par l'UNESCO et les dégâts se chiffrent en centaines de millions d'euros. Mardi, 80% de Venise était submergé par l'eau boueuse et salée de la lagune. L'accalmie de jeudi avait suscité l'espoir d'un retour à la normale, mais beaucoup d'institutions comme le musée Guggenheim ont renoncé vendredi à rouvrir leurs portes comme elles l'avaient initialement prévu. Aux États-Unis à présent, les auditions se poursuivent au Congrès suite à la procédure de destitution lancée par les démocrates contre Donald Trump. Aujourd'hui, le Congrès entendait l'ex-ambassadrice américaine à Kiev. On fait le point sur les derniers développements avec Laurence Alexandrovitch. Rien n'arrête Donald Trump. Le président a attaqué l'ex-ambassadrice américaine à Kiev au moment même où Marie Yovanovitch était entendue au Congrès dans l'enquête en destitution qui le menace. Les démocrates soupçonnent en effet Donald Trump d'avoir demandé à son homologue ukrainien d'enquêter sur son rival Joe Biden. L'ambassadrice, elle, avait été congédiée en mai. Ce qui continue à m'étonner, dit-elle, c'est que les Ukrainiens ont trouvé des Américains prêts à s'associer avec eux et ils ont apparemment réussi à orchestrer le renvoi d'un ambassadeur américain. Et alors qu'elle témoigne, Donald Trump lance un tweet agressif. Partout où Marie Yovanovitch est passée, les choses ont mal tourné. Elle a débuté en Somalie et regardez comment ça s'est terminé. Quel effet ce tweet aura-t-il sur les autres témoins qui pourraient venir après vous, lui demande le président. C'est très intimidant. Une intimidation de témoins, ça peut être grave.
Pour redorer l'image du président, la Maison-Blanche a publié ce vendredi un court compte-rendu de l'appel du président américain félicitant son homologue ukrainien après sa victoire. Rien dans cet appel n'est embarrassant, bien sûr, pour Donald Trump. Elle est présentée comme une alternative à la cigarette, mais est-elle sans danger pour la santé? La vapoteuse ou cigarette électronique fait un véritable tabac dans le monde. Mais récemment, des maladies pulmonaires mortelles liées au vapotage ont été signalées aux États-Unis et un premier décès vient d'être enregistré en Belgique en raison cette fois d'une utilisation détournée de la vapoteuse. Maxime Bios-Duplan. Il s'appelait Raphaël, il avait 18 ans. Il est décédé des suites d'une infection pulmonaire liée à une substance toxique absorbée avec sa cigarette électronique. Une vapoteuse que Raphaël a eue pour son anniversaire et qu'il a testée un soir en famille avec un produit à base de cannabis. Sa maman a testé avec une cigarette électronique le CBD, son frère, la copine de son frère, 2 autres amis, la même soirée. À l'intérieur de sa cigarette électronique, un liquide à base de cannabidiol, une molécule en vente libre, non psychotrope, mélangée à de l'huile de vitamine E, illégale et probablement trouvée au marché noir. C'est à ce mélange que les enquêteurs attribuent la mort de Raphaël, une première en Belgique et en Europe. Un décès qui rappelle plusieurs cas similaires aux États-Unis, 39 au total. Les informations communiquées par les autorités américaines font état d'un lien entre la vitamine E, présente dans certaines huiles à base de CBD et les problèmes rencontrés aux États-Unis. De quoi lancer un débat en Belgique sur le contrôle des produits dérivés du cannabis et que l'on trouve dans le commerce. Bruxelles promet de renforcer sa législation. Il y a régulièrement des contrôles dans ces magasins qui vendent des vapoteuses. On en a déjà fermé et on en a empêché certains d'ouvrir. Malgré le décès de Raphaël, attention à ne pas généraliser. Selon l'Académie française de médecine, la cigarette électronique reste infiniment moins nocive qu'une autre cigarette à base de tabac, celle-ci. Que s'est-il passé ailleurs dans le monde? Comme chaque jour, voici notre tour d'horizon de l'actualité vue par les autres éditions linguistiques d'Euronews et en partie en version originale. L'équipe espagnole d'Euronews revient sur le mouvement de contestation sociale au Chili. Depuis près d'un mois, la rue se mobilise contre le système néolibéral en place depuis la dictature d'Augusto Pinochet. Le gouvernement a fait un premier pas envers les manifestants en annonçant la tenue prochaine d'un référendum en vue de réviser la Constitution. Depuis un mois, cette vague de colère a fait plus de 20 morts et 2000 blessés. Notre bureau russe revient sur d'autres manifestations en Géorgie. Cette fois, environ 10 000 personnes se sont rassemblées à Tbilissi, la capitale, après le rejet par le Parlement d'une réforme du système électoral réclamée avec insistance par l'opposition. Elle estime que le système en place favorise le parti au pouvoir, dirigé par un oligarque pro-russe. L'opposition entend se battre pour obtenir cette réforme avant les législatives dans un an. Wie jedes Jahr diese Zeit kommt der Enfin, le travail a commencé pour le Père Noël. Notre bureau allemand nous emmène à Himmelpfort, petite ville du nord de l'Allemagne, célèbre pour son bureau de poste. C'est ici que le Père Noël reçoit les nombreuses lettres d'enfants avec leurs souhaits de cadeaux. Et ces lettres proviennent d'un peu partout. L'an passé, 280 000 courriers de 64 pays sont arrivés ici. Dépêchez-vous d'écrire. Noël, c'est dans 39 jours. Weihnachtspostfiliale in 1, 6, 7, 9, 8 Himmelpfort. Passer 19 heures non-stop dans un avion, un long voyage entre Londres et Sydney que vient d'expérimenter la compagnie australienne Qantas. Elle entend repousser les limites des vols sans escale. Nathan Joubiou. 19h19. C'est le temps qu'ont passé les 52 passagers et le personnel navigant dans les airs pour réaliser les 17 800 km qui séparent Londres de Sydney. Ce vol est devenu le plus long réalisé sans escale, dépassant de 3 minutes le précédent record réalisé par cette même compagnie, Qantas, entre Sydney et New York. Le vol s'est très bien passé, nous n'avons eu aucun problème. Nous sommes partis dans la nuit de Londres, il faisait froid, humide et sombre et nous sommes arrivés sous un soleil radieux. Ça a été un super voyage, nous avons relié le Tower Bridge de Londres et l'Harbour Bridge de Sydney. Le projet est d'évaluer les effets des vols ultra longue distance, notamment sur le corps humain.
Les passagers ont donc dû se plier à divers exercices physiques. Je me sens super bien, probablement bien mieux que ce que je devrais être à ce moment du vol, pour être honnête. Ce vol s'inscrit dans le cadre du projet Sunrise, l'objectif de Qantas étant d'assurer des vols commerciaux réguliers et sans escale pour relier l'Australie à Londres et New York. Le premier Sydney-Londres pourrait décoller en 2023. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité sur notre site internet. Restez sur Euronews pour d'autres informations. Très bonne soirée, très bon week-end. 인치ですわ。